Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, nous revoici à notre rendez-vous habituel pour décortiquer l'actualité de la RDC et partant de la sous-région. Aujourd'hui, nous allons réfléchir, nous allons décortiquer la nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe, la convocation des dialogues à Luanda entre le gouvernement congolais et le M23. Est-ce une main invisible des États-Unis d'Amérique à voir la précipitation avec laquelle le dialogue est convoqué pour le 18 mars? C'est sur ce point que nous allons tourner, nous allons analyser, nous allons entrer en profondeur pour comprendre le sens caché de cet appel précipité où finalement tout le monde est pris à la gorge. Merci d'être attentifs et de nous suivre. Nous commençons par le message du président angolais. Ce message a surpris, les tweets de la présidence de l'Angola a surpris et a pris beaucoup de personnes à la gorge, notamment des Congolais, au regard de la position de la RDC. On ne négocie pas, on ne franchit pas les Rubicons. Cette annonce d'une réunion entre Kinshasa et le M23 le 18 mars 2025. Ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise qui a suivi le lendemain, c'est la réunion stratégique en visioconférence des chefs d'État de la SADC qui, au finish, à travers leur communiqué, ont accepté ou ont donné leur point de vue sur le retrait des troupes de la SAMI-RDC. La SAMI-RDC, c'est la mission de la SADC, la mission militaire de la SADC qui campe en République démocratique du Congo depuis une année, et qui, au finish, lors des affrontements de Goma, cette mission a connu 14 morts dans ses rangs. La mission, les troupes de la SADC sont obligées de se retirer de la RD Congo. Alors, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette annonce précipitée? Les choses bougent dans la sous-région et singulièrement en République démocratique du Congo. Alors, la question que nous nous posons et que tout le monde se pose, que cache cette précipitation? Est-ce elle annonce des grands tournants, elle annonce de bonnes nouvelles, elle annonce de mauvaises nouvelles pour la RDC, elle laisse le champ vide pour l'agresseur? Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Mais pour tenter de répondre, nous soulignons trois faits. Le premier fait, nous sommes surpris que le président angolais, Lorenzo, qui avait jeté le tablier, qui avait dit qu'il ne peut plus parrainer la feuille de route de Luanda parce qu'il devenait président de l'Union africaine, curieusement, il revient sur la scène et c'est lui qui convoque, sans réunion préalable avec l'EAC et la SADC. Deuxième fait, l'EAC, donc East African Community, et la SADC avaient opté pour une fusion de deux processus. Le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Le processus de Nairobi concernait tous les groupes armés opérant sur la République démocratique du Congo, y compris le M23. La feuille de route de Luanda ne concernait que la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, curieusement, ça c'est le deuxième fait, dans cette fusion-là, on n'en parle plus. Et le troisième fait, l'Union européenne, l'Union africaine, s'il vous plaît, qui avait adoubé la proposition de l'EAC SADC, avait même proposé 3 médiateurs. Dans les 3 médiateurs, nous avons l'ex-président Kenya, Uhuru Kenyatta, nous avons l'ex-président nigérian, Obasanjo, et nous avons un Éthiopien. Mais il faut aussi remarquer que la RDC, dans cette proposition de 3 médiateurs, la RDC tombe dans le même piège, parce que nous sommes toujours dans des pièges. La RDC tombe dans le même piège de Sun City. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002 à Sun City, au dialogue intercongolais? On a proposé comme facilitateur médiateur Ketumile Masire, l'ex-président de Botswana. Il était à l'époque président de la commission du génocide rwandais à l'Union africaine. Mais Masire ne parlait pas
parle le français, il ne pigeait rien de la langue française. Donc c'est un anglophone qui devait gérer les francophones qui sont la RDC. Alors, avec des pressions, la RDC a réussi à avoir effectivement un groupe de facilitateurs francophones, dont les Sénégalais Moustapha Niasse, qui ont accompagné le processus. Donc nous retombons dans le même piège où on donne à la RDC uniquement des anglophones pour résoudre un problème de francophones. Ça, c'est une parenthèse. Alors, maintenant la question, comment le président Lorenzo, le président de l'Angola, peut se permettre de revenir sur la scène politique de la RDC, sans gêner les trois autres, sans gêner l'Union africaine, sans gêner l'EAC, sans gêner la SADC. Il n'est pas fou. S'il le fait, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un agenda derrière qui le pousse à revenir. Lui-même d'abord, il s'est dédié parce qu'il avait jeté l'éponge de soi-même et il revient comme si de rien n'était et il dame les pions à trois où il bloque pratiquement le processus de fusion qui avait été proposé par l'EAC et la SADC. Alors, la réponse vraisemblable, nous disons bien vraisemblable, la réponse vraisemblable est que les États-Unis d'Amérique lui auraient donné injonction de mettre fin au désordre qui se passe à la RD, sur le sol congolais. En clair, l'administration Trump, c'est notre analyse, aurait demandé au président Lorenzo, reprenez le processus, faites dialoguer les Congolais, le gouvernement congolais et le M23, mais avant de dialoguer, il y a des préalables. Alors, et ça nous le voyons dans une analyse comparative avec l'Ukraine. Pour que les Américains puissent exploiter les minéraux de l'Ukraine, ils posent comme condition un cessez-le-feu avec la Russie. Parce qu'on ne peut pas exploiter en pleine guerre. Donc, nous avons l'impression que les États-Unis sont dans ces schémas. Nous disons les États-Unis parce que nous sommes convaincus que la seule puissance qui puisse peser sur le conflit en RDC, ce sont les États-Unis. Donc, les États-Unis donnent comme condition, avant de décortiquer l'offre de la RDC, avant de répondre positivement à la demande de la RDC d'exploiter les minéraux, les matières premières critiques et les terres rares, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Il faut qu'il n'y ait plus de groupes armés sur le sol congolais. Voilà comment les États-Unis, selon notre entendement, posent la condition. Et la condition, il ne peut pas la poser à la République démocratique du Congo, qui est confrontée à une guerre d'agression. La condition, il la pose à Lorenzo, le président angolais. Alors, si les États-Unis, dans cette logique-là, si les États-Unis posent comme condition, les implications sont simples. Première implication, il ne faut plus qu'il y ait des troupes étrangères sur le sol congolais. Alors, dans les troupes étrangères, nous avons les troupes étrangères invitées, les pays invités par la RDC. Et donc, le retrait de force de la SAMI-RDC. Comme la SADC a été invitée par la République démocratique du Congo, alors on demande clairement et calmement et simplement à la SADC de retirer ses troupes, et c'est ce qui vient de se faire. Et ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est le dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais. Puisque le Rwanda dit que le M23, c'est un mouvement congolais, puisque le M23 lui-même dit que c'est un mouvement congolais qui a des réclamations, alors le gouvernement congolais doit nécessairement discuter, dialoguer avec le M23 pour arriver à trouver des conditions. Alors, la troisième conséquence, le dialogue direct autour d'une table entre le gouvernement congolais et le M23 va enlever tout prétexte à Kigali, qui doit aussi immédiatement retirer ses troupes. Donc, le dialogue entre Kigali, entre Kinshasa et le M23 oblige par conséquent Kigali à retirer ses troupes. Parce que Kigali donne 3-4 raisons. Il est au Congo pour protéger des minorités qu'on veut exterminer, la minorité Tutsi au nord Kivu, les Banyamulenge au sud Kivu et les M en Ituri. Alors, s'il quitte le Congo, il laisse effectivement
le M23 congolais face au gouvernement congolais. Selon notre entendement, qui ont fait payer précipitation et qui veulent que, ces conditions veulent que dans une semaine, dans 10 jours, qu'il y ait des solutions pour la paix. Nous rentrons effectivement dans ce que nous avons appelé Pax Americana. Le Pax Americana, c'est un accord, c'est la paix économique. Alors, dans cette paix économique, qu'est-ce que nous remarquons? C'est comme avec l'Ukraine. L'Union européenne hésite à prendre des sanctions contre le Rwanda. Et comme l'Union européenne hésite, les États-Unis ont déjà pris 2 sanctions contre le général James Kabarebe et contre Lawrence Kanyuka. Alors, l'Union européenne qui hésite, les États-Unis se précipitent. Ils veulent récupérer le Congo. Mais pourquoi l'Union européenne résiste? Le problème ici, l'enjeu de l'Union européenne, c'est le pétrole et le gaz. Et le pétrole, c'est un enjeu international primordial. Parce que l'enjeu du pétrole se calcule en termes financiers, en termes techniques, en termes économiques, en termes technologiques et en termes humains. Donc le pétrole, l'industrie du pétrole est à la base de tout. Le pétrole produit de l'énergie. Avec l'énergie, nous avons ce que nous pouvons avoir. Donc celui qui contrôle le pétrole, toute nation qui exploite le pétrole s'affranchit et se met à l'abri des besoins. Le pétrole est une matière stratégique. Les guerres, on les fait avec le pétrole. Les avions qui doivent décoller, c'est avec le pétrole. Les chars de combat, les camions, tous avec du pétrole. Donc, l'enjeu ici, c'est le pétrole et les gaz. Alors, pourquoi l'Union européenne hésite? Parce que la France, qui est la locomotive de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Mais ici, nous parlons de la France. La France pèse sur les décisions de l'Union européenne. Pourquoi? La France, à travers sa multinationale Total Énergie, exploite le pétrole et les gaz. La France exploite le pétrole au Congo-Brazzaville. La France exploite le pétrole en Angola. La France va exploiter le pétrole en Ouganda. Et la France forme la brigade de montagne de l'UPDF, de l'armée ougandaise. Ça, ce sont d'abord les 3 voisins. Et le 4e voisin, c'est le Rwanda. La France a découvert un bloc gazier au Mozambique. Et avec ce bloc gazier au Mozambique, la France finance l'armée rwandaise qui protège le bloc gazier du Mozambique. Or, l'argent versé par la France, par l'Union européenne, si vous voulez, n'est pas contrôlé. L'équipement militaire que la France donne au Rwanda sert ou servirait aussi à attaquer la RDC. Alors, donc, voilà les raisons pour lesquelles la France hésite dans les sanctions proposées par l'Union européenne. Comme on le sait, la Belgique est déjà très loin dans les sanctions et certains députés européens, députés français condamnent même la France, les silences de la France, les silences coupables. La France est le receleur parce que la France achète des produits volés, pillés en République démocratique du Congo. Donc voilà un peu ce qui fait que l'Union européenne risque de rater le marché congolais au profit des Américains, comme ça s'est fait aujourd'hui en Ukraine. La comparaison, tout en n'étant pas raison, mais la comparaison est claire. En Ukraine, Trump a dit qu'il va exploiter les minéraux sans faire allusion aux Européens. Il va directement traiter avec Poutine pour le bien, pour la paix en Ukraine. Et c'est ce qui risque de se passer en République démocratique du Congo. Les Américains en demandant, bon, nous disons les Américains, parce que selon nos études, nos analyses et selon des sources fiables, la décision de rencontrer, de dialoguer, de mettre autour d'une même table le gouvernement congolais et le M23 viendrait des États-Unis. C'est pourquoi nous disons les Américains. Donc les Américains mettront pied sur le Congo, pied dans le Congo, et lorsqu'ils mettront pied, ils vont effectivement être le seul maître sur le Congo. Alors, donc, les Américains vont exclure l'Union européenne parce que l'Union européenne est dans l'attentisme. L'Union européenne est spectatrice. Alors que des grands enjeux, il y a des morts, il y a des déplacements de population, il y a des massacres, il y a tout un système qui est déstabilisé totalement, un système congolais et même dans la sous-région. Alors, on revient effectivement parce que tout le monde, la République démocratique du Congo notamment, revient sur la résolution
73, 2773. Cette résolution, en clair, ne contredit pas la position américaine. Parce que cette résolution dit quoi? Il faut d'abord respecter la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Donc, le territoire congolais est inviolable et intangible. De deux, il faut le retrait des troupes étrangères et notamment de l'armée rwandaise. Comme on le sait, le rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies, a étalé qu'il y avait plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Et avec la prise de Goma, la prise de Bukavu, et on annonce même la prise d'Idji, on se demande si le nombre ne peut pas être multiplié. Donc, la résolution 2773 est claire, le respect de la souveraineté de la RDC, le respect des frontières de tous les pays et enfin, au finish, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Maintenant, la question, est-ce que le M23, dans sa formule actuelle, va négocier? Nous disons sous pression, oui. Mais le problème, pour les Congolais, la crainte, c'est quoi? C'est que nous retombions au piège de Sun City. C'est-à-dire quoi? On va négocier. En négociant, parmi les conditions, on va demander la relaxation ou la libération des prisonniers politiques ou des prisonniers du M23. Ils sont à Kinshasa, on ne va pas citer leur nom, mais il y a des prisonniers du M23 à Kinshasa. Donc, la libération des prisonniers. On va demander l'amnistie sur les crimes de guerre. Or, il y a eu plus de 3000 morts à Goma, plus de 5000 blessés, des structures défoncées, les hôpitaux attaqués. Ce sont des crimes de guerre. Donc, on risque, du point de vue politique, de demander tout cela. Vous savez le slogan de la CENCO SCC, que la paix n'a pas de prix, vaut mieux la paix que la justice. Or, les éléments de droit n'ont rien à voir, en principe, avec les discussions politiques. Mais chez nous, la politique prime sur la justice qui ferait qu'on puisse effacer. Mais la plus grande crainte, puisque le M23 se réclame un mouvement congolais, on va déverser les militaires M23 dans les FARDC. Et on reviendra à tout ce qu'on a connu, brassage, mixage et finalement infiltration. Donc on rendrait de moins en moins ou de plus en plus notre armée faible et de plus en plus la RDC vulnérable et fragile. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, voilà comment nous avons interprété, nous avons décortiqué cette précipitation qui a pris tout le monde de court, qui a pris tout le monde à la gorge, la convocation pour le 18 mars 2025 d'une réunion autour d'une table entre le gouvernement congolais et le M23. Si vous avez aimé l'émission, nous vous disons merci. Nous vous prions aussi de liker et de partager cette émission. Nous allons nous revoir prochainement. Merci.